Stockwell, qui est un vétérinaire réputé, spécialisé dans la chirurgie, notamment la chirurgie abdominale et enfin toutes sortes de chirurgies, notamment des articulations et des os. Et il va nous présenter l'anatomie vue de l'intérieur vers l'extérieur, hein, je crois que c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation à Lionel Bertin, que je connais depuis 38 ans, c'est ça Lionel? Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, je ne vous cache pas que je vais présenter je vais faire cette présentation au travers d'un fil rouge qui va être l'aspect vasculaire des pieds. On va parler d'autres choses, bien sûr, on va parler de tout, mais on va surtout parler de la vascularisation des pieds, parce que ça a un rôle fondamental dans le fonctionnement du pied et dans le fonctionnement de l'appareil suspenseur de la troisième phalange. Je vais insister beaucoup là-dessus. Donc voilà le plan qu'on va dérouler aujourd'hui. D'abord, je fais un petit rappel sur l'évolution des espèces, l'anatomie du doigt, l'anatomie de la boîte cornée et surtout donc l'union entre la boîte cornée et le doigt. Et ensuite, on va parler succinctement des contraintes et des adaptations de l'environnement sur le pied du cheval et les conséquences. Alors, là, on a une pièce anatomique qui correspond à un bovin. Il faut savoir que la majorité des herbivores n'ont pas un doigt, mais deux doigts. Ce sont les artiodactyles, un nombre pair de doigts. Et qu'en réalité, les péristodactyles, ceux qui ont un seul doigt, sont des exceptions dans la nature. Non, c'est dans l'autre sens. C'est pas grave. Encore une fois, voilà. Donc là, j'ai pris l'exemple du tapir, parce que c'est un animal qui existe aujourd'hui et qui est relié de manière assez lointaine avec les équidés, et qui, lui, a un nombre impair de doigts. D'ailleurs, j'ai été appelé un jour par un zoo, parce que j'étais soi-disant un spécialiste du cheval et que j'allais savoir comment soigner un tapir. C'était une sacrée farce. Bon, peu importe. Donc initialement, les premiers équidés, comme vous le savez tous, avaient 3 doigts, et puis finalement, il en reste un seul principal, et des rémanences des autres doigts, à savoir les 2 métacarpiens principaux, l'ergot et puis la châtaigne. Bon, on va donc parler du doigt du cheval. Donc on va dérouler simplement le programme avec ostéologie, ligaments, tendons et cartilage. Je profite de cette diapo qui est assez floue d'ailleurs, mais pour expliquer à quel point ce qui est important de comprendre, c'est que tout l'appareil fléchisseur qu'on voit ici va devoir être contrecarré par le système de suspension de la troisième phalange. Donc, a priori, vous allez avoir un TP de dissection avec Julie Chaptal qui va aller jusqu'en haut du membre. Mais moi, je vais insister particulièrement sur la structure du pied lui-même. Donc, il n'y a rien de plus facile pour voir l'os que de faire des radios. Je pense que vous avez tous l'habitude de lire des radios avec les vétos. Je pense qu'il va y avoir un sujet sur la collaboration entre les vétos et les maréchaux. Bon, il n'y a pas de commentaires particuliers à faire. Vous connaissez la structure osseuse. Ce que je ferai remarquer simplement, c'est que la boîte cornée remonte jusqu'à la partie proximale de la deuxième phalange. Et c'est pour ça que les anglo-saxons appellent cette articulation interphalangienne distale coffin joint, qui veut dire le cercueil. Bon, ce n'est pas une image très jolie, mais en tout cas, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, quand vous lisez des radios avec les vétos, j'imagine que vous avez l'habitude d'évaluer votre axe phalangien, votre angle palmaire, enfin tout ça, c'est des choses que vous connaissez. Et puis les pathologies, eh bien, évidemment, vous les connaissez aussi, les articulations interphalangiennes qui présentent de l'arthrose. Donc là, c'est pareil, on a des images qui nous permettent d'évaluer l'équilibre
médiolatéral, la symétrie de la boîte cornée. Que dire sur ces articulations-là? Pas grand-chose. On peut multiplier les images radio. Donc sur les faces, là on aurait fort à dire sur le bord distal du naviculaire, comme vous savez. Ce que je voulais mettre en évidence, c'est qu'on a des canaux vasculaires qui sont vraiment, comme vous le savez bien, super proéminents dans la phalange distale du cheval, et on va voir pourquoi. J'aime bien cette vue tangentielle du naviculaire qui nous permet de voir la structure et puis de voir aussi les structures palmaires de P3. Bon, ces images-là ne vous apportent pas grand-chose, vous, dans votre travail, mais enfin, nous, on aime bien les utiliser pour avoir un diagnostic supplémentaire. Je voulais insister sur le fait que les phalanges sont fragiles et que même si enfin, vous, en tant que maréchaux, vous avez quand même... vous intervenez pour signaler certaines choses et certains inconforts. Je suis assez indigné de voir qu'on peut encore avoir des fractures aussi graves que ça sur des chevaux qui présentent des anomalies depuis plusieurs semaines, comme c'est arrivé avec ce cheval de complet, alors qu'il suffisait de s'intéresser un peu à la question pour savoir qu'il était en train de préparer une fracture. Donc je pense qu'il faut vraiment tenir compte du confort des chevaux et vous intervenez grandement dans cette vigilance. C'est comme ça que je vois les choses. Donc là, en l'occurrence, ça s'est pas mal terminé, mais voilà. Si vous voyez un cheval, je me souviens toujours d'un cheval que j'avais vu courir à Deauville il y a quelques années, qui avait beaucoup de mal à aller jusqu'aux boîtes de départ. Et je me demandais comment France Gallo l'avait laissé partir. Et 300 mètres après le départ, il a fait une fracture des canons. Et il a été euthanasié sur place. Bon, ça, je trouve ça absolument inacceptable. Donc soyons vigilants. L'inconfort, la douleur, la boiterie, c'est un signal dont il faut tenir compte tout le temps. Et les diagnostics ne sont pas toujours faciles à faire. Donc si on peut déceler ces choses-là avant que ce soit la catastrophe, c'est mieux. Voilà. Bon, un petit rappel sur les structures ligamentaires tendineuses que vous connaissez bien. Pardon. Vous allez avoir des dissections jusqu'en haut du membre, mais là, on va se contenter de parler du pied et du pâturon. Donc, vous connaissez toutes ces structures, extenseurs du ligament suspenseur du boulet, ligament collatéral des sésamoïdes, fléchisseur superficiel, fléchisseur profond, cartilage complémentaire de P3. Et là, on a des ligaments collatéraux de l'articulation interphalangienne proximale. Donc là encore, on a des structures plus profondes, y compris le ligament suspenseur du naviculaire. Il y a des années de ça, il y avait une chirurgie qui consistait à couper ce ligament. Ça n'a pas été très populaire, ça n'a pas duré très longtemps parce que ça ne marchait pas. Que dire de cette diapo de droite? Là, on voit l'appareil suspenseur de la troisième phalange qui apparaît ici. On a notre ligament impair qui est distal au naviculaire. Et puis, que dire, le fléchisseur profond. Donc ça, vous connaissez ça. Alors le cartilage inguéal, ça c'est une structure qui a une importance énorme et qui est assez difficile à visualiser, y compris sur les radios, sauf quand c'est calcifié, comme vous le savez bien. Ce sont des structures en forme de lame qui sont unies à P1, P2 et P3 par des ligaments, de nombreux ligaments, et aux sésamoïdes aussi. Donc ça, c'est une IRM qui est un moyen d'investigation qui est vraiment très très utile aujourd'hui. Donc maintenant, on va passer à la boîte cornée. Bon, ça, c'est votre domaine. Moi, je ne vais rien vous apprendre là-dedans. Que dire sur la structure de la boîte cornée? On va surtout s'attacher à décrire la manière dont sont unies la troisième phalange et la boîte cornée. Donc de deux manières,
à la fois par la suspension dorsale et à la fois par l'appui sur la fourchette et la sole. La boîte cornée est constituée d'une protéine très spécifique qui s'appelle la kératine. Les sabots des chevaux sont formés d'alpha-kératine. Voilà, chimiquement, voilà comment c'est constitué. Voilà, on va passer. Donc voilà, là on va commencer à rentrer dans le vif du sujet et dans les détails concernant l'union entre le derme et l'épiderme, en fait. Là, vous avez schématiquement la troisième phalange et vous avez les lamelles primaires et secondaires du derme qui viennent s'imbriquer avec les lamelles kératinisées qui forment le sabot. Et alors, toute la difficulté, ça va être de comprendre comment cela fonctionne. Les couches successives de la paroi du sabot s'imbriquent avec ces lamelles qui constituent le derme et qui sont en parfaite union avec la troisième phalange. Donc là, c'est une autre vue schématique qui décrit la même chose. Et on voit donc les deux modes de relation entre la troisième phalange et la paroi et le sabot par l'aspect dorsal et par l'aspect palmaire. Et donc ici, vous avez la fameuse ligne blanche. Cette vue nous montre que, en fait, le support de la troisième phalange, il est binaire. Il est à la fois par la paroi dorsale, par une suspension, et à la fois par la sole et la fourchette. Donc c'est la portion du pied qui est l'appareil suspenseur qui supporte malgré tout l'essentiel de la charge du pied et qui transfère la force de réaction du squelette par rapport au sol à travers l'appareil suspenseur de P3. Donc ça, je trouve que c'est une vue qui est assez intéressante. C'est issu d'une IRM. On peut de cette manière-là, visualiser l'appareil suspenseur. Donc là, on a les papilles épidermales primaires et secondaires. Ça, c'est les papilles primaires et là, les papilles secondaires. Donc on va remettre dans le contexte des papilles épidermales primaires et secondaires l'appareil circulatoire, l'appareil vasculaire. Donc, comme vous le savez, les artères et les veines font les mêmes trajets. Et la particularité du pied du cheval, c'est que vous avez des structures que vous ne retrouverez pas très souvent dans le règne animal, qui sont les shunts artério-veineux. Alors, ces anastomoses artério-veineuses, elles permettent de réguler la quantité de sang qui arrive jusqu'aux extrémités capillaires. Ces anastomoses peuvent s'ouvrir et se fermer selon des paramètres qui sont des paramètres de température, des paramètres d'effort, et qui vont avoir une importance fondamentale dans le fonctionnement du pied du cheval. Donc, comme vous le savez, les artères digitées font un cercle, un petit peu comme le cercle de Willis dans le cerveau. On a une communication de deux artères médiales et latérales. Et ensuite, on a une diffusion à travers tous les capillaires et les petites branches successives. Donc, c'est ce fameux shunt artério-veineux qui est schématisé ici, qui va nous expliquer énormément d'aspects à la fois de la physiologie et de pathologie du pied du cheval. On va beaucoup insister là-dessus. Donc l'innervation du pied
comme vous le savez, elle suit aussi le même trajet que les vaisseaux, puisque le paquet vasculo-nerveux, nerf, artère, veine, court ensemble jusqu'à l'extrémité distale du pied. Alors on a différentes branches, on a une variation énorme d'un individu à l'autre. Ici, on a, comme vous le savez, si on anesthésie ici le pied en regard du boulet, on va anesthésier l'ensemble du pied. Et si on anesthésie le pied dans le pâturon, on va juste avoir une anesthésie de la partie postérieure du pied, puisqu'on a une branche dorsale là, qui émerge. Alors donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir quelles sont les contraintes à la fois thermiques et mécaniques qui s'appliquent sur le pied du cheval, et quelles sont les réponses. J'ai commencé par les contraintes thermiques, mais en réalité, elles sont plus générales que ça. Il y a un point commun entre les pieds des chevaux et les nageoires des cétacés. Ça, c'est une découverte d'un professeur australien qui s'appelle Pollitt, qui a découvert ça dans les années 90. Les shunts artério-veineux sont présents dans les extrémités des cétacés, de même que dans les pieds des chevaux. Alors, on trouve des shunts artério-veineux dans d'autres organes, comme la rate ou le foie, mais les deux seules espèces dans lesquelles on trouve des shunts artério-veineux dans les extrémités, c'est les cétacés et les chevaux. Donc, vous avez bien compris que les baleines, quand elles sondent, quand elles descendent à 600-700 mètres, eh bien, elles essaient de faire des économies d'oxygène et d'énergie, et alors elles ouvrent leur shunt artério-veineux de manière à ce que les capillaires des extrémités des nageoires ne soient pas vascularisés par souci d'économie. Et de même que les chevaux peuvent réguler la quantité de sang qui arrive dans leurs pieds grâce à ces shunts. On n'a jamais vu de cheval perdre un sabot dans le froid, par exemple. Il est capable de fermer ses shunts artério-veineux et de garder ses pieds. Et à l'inverse, pardon. Et à l'inverse, en plein été, il va être capable d'ouvrir ses shunts artério-veineux pour diminuer la quantité de sang dans les capillaires. Donc, il y a aussi une relation entre la performance et la structure du pied. Je prends d'abord l'exemple du renforcement squelettique. Il y avait une étude qui avait été faite dans les années 80 sur des athlètes humains, des jeunes adolescents qui avaient eu des radios de membres inférieurs, de genoux, qui avaient été faites avant de commencer le sport et tous les 6 mois. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le squelette répondait à l'effort et que le squelette était de plus en plus solide et dense et que les canaux de Havertz étaient de plus en plus importants après avoir fait de l'exercice. Il en est de même pour les chevaux. Une étude qui date des années 80-90 avec Schumacher aux États-Unis qui a prouvé que l'épaisseur de la corticale du canon était multipliée par 3 entre l'âge de 18 mois et l'âge de 3 ans, si le cheval travaille sérieusement. Bon, évidemment, il y a toujours des anomalies qui viennent se glisser. Parfois, au lieu de se renforcer, le squelette se fragilise. C'est comme ça qu'on a des pathologies comme des fibroses. Bon, on ne va pas parler de pathologie aujourd'hui, hein. Mais grosso modo, ce renforcement squelettique qui est associé au travail, il est aussi vrai pour la boîte cornée. Il y a une réponse de la boîte cornée à l'activité du cheval quant à sa forme et quant à sa structure. Alors, c'est là qu'il faut parler de la croissance de la paroi du sabot, parce que c'est un élément constitutif, c'est un élément physiologique qui explique comment fonctionne la jonction entre la troisième phalange et la boîte cornée. La question principale, c'est de comprendre pourquoi les lamelles épidermiques qui restent attachées à la surface de P3, alors que le pied continue toujours à grandir et que P3 est fixe. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est vrai que il y a une espèce de mystère là à résoudre. Le sabot continue à grandir tout le temps, mais la troisième phalange, elle reste toujours au même endroit. Et malgré tout, il y a une union très importante, très forte entre P3 et le sabot. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la régénération de la boîte cornée commence à la couronne.
et que les cellules germinales qui sont au périople, elles donnent des kératinocytes. C'est les cellules qui se kératinisent. Et aussi des cellules qui produisent des kératinocytes. Donc on va voir comment cette union fibreuse peut se conserver malgré la croissance du pied. Alors ça c'était un exemple qui m'est arrivé il y a quelques mois. Ce pauvre poulain, il a perdu un pied, il a perdu un bout de boîte cornée et de peau en même temps, vous voyez. Et puis finalement, quand il a cicatrisé, il a refait l'épiderme et la boîte cornée. Et donc c'est uniquement parce qu'il existe au sein de l'épiderme des gènes spécifiques qui codent pour une boîte cornée d'un côté et une peau de l'autre. C'est une différenciation tissulaire. Et ça, c'est codé dans le génome. Alors il y a un modèle expérimental qui a été fait en Australie il y a quelques années, qui a été d'utiliser des marqueurs de nucléosides, de thymidine, qui est un nucléoside qui se trouve dans l'ADN, afin d'évaluer la prolifération en couronne et la vitesse de cette prolifération depuis la couronne jusqu'à l'extrémité distale du pied. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en région dorsale, donc la région qui est liée à la troisième phalange, la croissance, elle est plus lente de 20 fois que celle qui est en couronne et à l'extrémité du pied. Donc c'est ce ralentissement de la croissance à l'endroit de la jonction avec P3 qui fait que l'appareil suspenseur de P3 peut fonctionner. Donc la migration cellulaire, elle se fait à partir des cellules basales de la couronne. Et à l'intérieur de la paroi, donc on a des trous qui sont doublés par les kératinocytes. Et ces kératinocytes sont nourris par les papilles coronaires. Et alors, il existe donc des tubules dans le sens de la paroi et aussi une corne intertubulaire qui vient s'entrecroiser, et ce qui donne une matrice très très solide. Et donc, on les voit, ces tubules ici. Ces tubules, elles viennent peupler donc les trous qu'on a visualisés à la diapo précédente. Donc ici, on a la dernière phalange. Et ici, on a le derme qui produit ces tubulaires. Bon, ça, c'est une diapo. Bon, vous n'êtes pas obligé de retenir tout ce qu'il y a là-dedans, mais simplement pour vous dire qu'il y a des gens qui bossent sur la physiologie et sur la génétique, et qui ont déterminé qu'il y avait des enzymes de remodelage lamellaire, les MMP, qui ont besoin du zinc d'ailleurs comme élément, comme cofacteur, et qui interviennent dans la dégradation des vieilles membranes basales pour reconstituer des nouvelles membranes basales. Et donc on commence à connaître ce système enzymatique, et on commence aussi à déterminer la présence de mutations génétiques, comme dans certaines races de chevaux lourds belges, qui codent pour cette protéine, la laminine 5, et qui entraîne une perte de sabot précoce. Donc, je ne sais pas si vous avez rencontré ça, mais en tout cas, on commence à explorer le fonctionnement, disons, cellulaire, qui explique à la fois la transformation des cellules basales de l'épiderme en kératinocytes et la jonction entre les cellules. L'adaptation aussi, il y a une adaptation qui consiste à comprendre que le réseau veineux dans le pied est très particulier chez le cheval, puisqu'il y a des valves qui évitent le retour veineux. Alors, je n'ai pas trouvé d'image pour illustrer ça, mais ces valves permettent d'évacuer le sang veineux vers le cœur, et ce sang ne revient pas. Donc, ça, c'est une particularité aussi qui permet à l'appareil artériel et veineux de fonctionner. La microcirculation dermique, ça, c'est ce qu'on a évoqué avec les shunts artério-veineux.
Donc ça, ce sont des phénomènes adaptatifs qui permettent au pied de fonctionner comme il faut. Bon, alors là, je ne voudrais pas qu'on aille trop en détail dans les pathologies, mais il est évident que la première déduction qu'on peut faire de ces découvertes vasculaires, c'est la compréhension du phénomène de fourbure. Hein, comme vous savez tous, la fourbure survient lorsque la vascularisation du pied est défectueuse, pour des raisons physiologiques. Hein. En particulier, vous savez bien que si le cheval a une surcharge en glucides, il va détruire une partie de sa flore intestinale et que les grammes négatifs vont produire des endotoxines bactériennes qui vont entraîner des lésions vasculaires. Mais on n'est pas vraiment là pour ça. Cela dit, je peux répondre à vos questions là-dessus, s'il n'y a pas de problème. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que concrètement, toutes ces découvertes qui ont été faites sur le fonctionnement vasculaire du pied entraînent pour les vétos des traitements qui sont assez spécifiques maintenant. Moi, j'utilise quotidiennement la trinitrine. C'est un vasodilatateur qu'on utilise en cardiologie humaine pour les gens qui font de l'angine de poitrine. Et si on applique ces patchs sur les artères digitées, on a une amélioration et voire une suppression de fourbure quand c'est en phase aiguë. Donc voilà, je trouve que c'est bien utile. Ensuite, on a tout un tas de pathologies comme les tumeurs qui sont expliquées par les anomalies génétiques qu'on vient de décrire précédemment. Les tumeurs comme les kératomes, vous connaissez tous les kératomes. Et puis, après, on a des variations sur la forme du pied et sur la forme du membre qui entraînent des modifications de la forme du pied. Donc, là où vous pouvez intervenir naturellement, c'est sur la répartition entre l'appareil suspenseur de P3 et l'amortissement par la sole et la fourchette. Donc là, on parle de suppression d'appui de paroi. Je pense que vous pratiquez tous ça. Après, moi, je ne rentrerai pas dans le débat entre le ferrage et le non-ferrage. Ça, c'est trop technique pour moi. Mais c'est sûr qu'il m'arrive de demander aux maréchaux de supprimer l'appui de paroi pour permettre à l'appareil suspenseur de guérir. Je ne sais pas si vous le faites, mais je trouve ça bien utile. Ensuite, vous devez gérer certaines contraintes tendineuses et ligamentaires selon l'aplomb des chevaux. Et puis, après, il y a des accidents à boîte cornée au cours du temps. Donc, d'abord, je voudrais remercier le professeur Polite pour son travail remarquable qui m'a permis de faire cette présentation. Et en gros, il m'arrive de travailler pour la SPA. On reçoit des chevaux dans cet état-là ou des ânes. Bon, voilà, ça c'est des cas extrêmes. À côté de ça, on a aussi des... Bon, je sais que vous devez gérer des choses comme ça. C'est pas simple. Vous devez normaliser des situations qui sont vraiment parfois très compliquées. Et puis là, je vous ai juste illustré un cas de kératome que j'ai fait dernièrement. Voilà. On a fait une résection de paroi et qui s'est bien terminée. Alors pour le diagnostic du kératome, moi j'utilise beaucoup l'IRM parce qu'on a du mal à les visualiser sur les radios. Mais une fois qu'on sait localiser les kératomes, on a des traitements qui sont assez efficaces. Avez-vous des questions? Pardon. Oui. En fait, moi j'ai toujours pensé que les chintes étaient, on va dire, en anomalie seulement en cas de fourbure. Et à un moment, vous expliquez qu'avec la régulation de la température, suivant les températures, si elles sont chaudes ou froides, oui. Le cheval arrive à faire circuler plus ou moins. Oui, absolument. Vous pouvez me expliquer le système parce que j'ai pas bien compris. Alors en fait, c'est pas les chintes artério-veineux existent dans tous les chevaux normaux. Oui. Et donc, ce sont des structures. Alors, je vais reprendre une diapo, ça ne vous dérange pas? Voilà, ça c'est très schématique. Hein. Ce qu'on a à gauche, là, ou en bas, c'est les capillaires. C'est les tout petits vaisseaux qui vont à l'extrémité. Et ici, on est plus près des artères principales. D'accord? Et le shunt est plus haut. Donc, si le shunt s'ouvre, les capillaires, eux, ne sont plus perfusés.
D'accord ? Donc les cétacés utilisent ça à leur avantage pour économiser de l'oxygène. Voilà. Il fait un court-circuit. C'est comme ça que ça marche. Et donc, il se trouve que lorsque vous avez des endotoxines bactériennes qui sont libérées par excès de glucides dans les cas de fourbure, eh ben vous allez avoir malheureusement une ouverture de ces shunts artério-veineux qui va entraîner un défaut de perfusion capillaire et donc un défaut de l'appareil suspenseur de P3 et donc un décrochement catastrophique. Donc si on utilise des substances vasoactives comme la trinitrine, ou l'aspirine permet aussi de fluidifier le sang, mais la trinitrine va permettre de refermer, d'ouvrir les capillaires et par là même de refermer les shunts et de reperfuser au maximum. Et plus c'est fait tôt, plus c'est efficace. Ok, j'entends. Mais vous disiez que du coup, avec la température, naturellement, le cheval, avec la température, un cheval islandais qui passe limite dans la neige, mettons, on l'amène dans un climat subsaharien, par exemple, il va s'adapter, bien sûr, mais c'est instantané. Hein. L'ouverture et la fermeture des shunts AV, c'est un truc qui se fait en microsecondes. Hein. C'est pour ça qu'on peut avoir d'un instant à l'autre un cheval avec un pied chaud, pied froid, pied chaud, pied froid. Moi, je n'attribue aucune importance à la chaleur du pied, mais c'est plutôt la force du pouls digité qui m'informe sur l'inflammation ou sur la lésion dans l'intérieur du pied. Alors, si elle est permanente, oui, mais elle peut être très momentanée. C'est une adaptation, simplement, à une ouverture de shunt. Je vous en prie. Pardon. Moi, je dirais que si un cheval reste dans un box à rien faire, et que l'instant d'après, on lui demande d'aller faire 1600 mètres ligne droite par 35 de température, il va falloir réguler la quantité de sang qui va jusqu'au capillaire, quoi. Donc, en fait, c'est la mécanique qui va projeter une quantité de sang beaucoup plus importante durant l'action, qui va engendrer l'ouverture et la fermeture des shunts AV. Si je peux me permettre, je crois qu'on peut préciser qu'il y a des shunts artério-veineux, il y en a environ 1 300 000 par pied. Hein, donc c'est pas un... Oui, bah. Oui, je crois que Chris Pollitt disait qu'il y avait à peu près 1 300 000 shunts artério-veineux par pied. Et surtout, il s'ouvre en présence de froid. C'est-à-dire que l'intérêt d'économiser la température du corps du cheval en général en ouvrant ces shunts artério-veineux, ça fait que effectivement, les cellules des extrémités ont moins besoin de sang, ont moins besoin de nutriments parce que les cellules vivantes vieillissent moins vite dans le froid que dans le chaud. Ça, c'est important de savoir. C'est pour ça qu'on met d'ailleurs la viande au frigo. Elle vieillit beaucoup moins vite que si on la laisse en dehors. Et c'est pour ça que ça fonctionne très bien. Et Chris Pollitt a fait des expériences justement sur les chevaux, en mettant parce qu'il a des moyens que nous n'avons pas forcément, mais il a mis, je ne sais plus combien, une vingtaine de chevaux dans un frigo. C'est des grands frigos là-bas. Et il a mesuré en permanence la température des pieds des chevaux. Et effectivement, de temps en temps, la température remontait. Hein, elle passait de 4 degrés à 20 degrés pendant quelques minutes, une heure de temps en temps. Mais ça, c'est des fonctionnements qui sont complètement réflexes. Hein. Ce n'est pas le cheval qui commande. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est pour ça qu'il faut insister aussi sur le fait que la glace, c'est un truc extraordinaire, hein, comme traitement, comme manière de régler beaucoup de problèmes, quoi. Il n'y a rien de mieux que la glace, en fait, à mon avis. Pardon. Oui. C'est ça. Ce qui permet de faire une union beaucoup plus forte. Et ensuite, le renouvellement cellulaire, il s'accélère en partie distale. Et donc, il est très rapide en partie proximale, très rapide en partie distale, et il se ralentit à mi-parcours.
sur le podophile qui est en paroi externe, l'union avec l'appareil suspenseur de P3. Bah, du coup, elle est plus dense, oui. Et surtout, l'union peut se faire parce qu'il y a un ralentissement. 20 fois, c'est pas rien, quoi.